Ici Lorient. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. 80e anniversaire de la Libération. Radio Balise vous propose une série de rencontres sur les territoires de la Poche de Lorient. Dans le cadre du 80e anniversaire de la libération de la Poche de Lorient, je reçois Régis Leclerc. Bonjour. Bonjour. Vous habitez Groix depuis votre retraite. Oui. Vous vous êtes intéressé à son histoire, notamment avec Joseph Leport, le fameux pêcheur d'archives de l'île de Groix, décédé le 10 février dernier. Une exposition a déjà eu lieu en 2016, mais l'ouverture au public de nouvelles archives, de travaux d'historiens, viennent enrichir les connaissances. D'où tout l'intérêt de cette nouvelle exposition à l'écomusée de Groix. Nous allons essayer d'être synthétiques et de nous arrêter surtout sur la période Poche de Lorient. Mais avant, on peut peut-être planter le décor et commencer par l'arrivée des Allemands à Groix en 1940. Vers quel point stratégique ? Alors, les Allemands arrivent à Groix, donc le 24 juin, en soirée, et leur souci, c'est de tout de suite atteindre des positions qui étaient celles de l'armée française, au fort du Grognon, au fort de Surville, et dans le bourg, d'occuper tout de suite un certain nombre d'endroits stratégiques, parce que leur souci, c'était tout de suite de mettre en service des moyens de liaison avec le continent. Et donc, ils ont réquisitionné immédiatement l'hôtel de la Marine, qui se trouve dans le centre du bourg, qui est devenu le lieu de résidence d'un certain nombre d'officiers, et qui était aussi doté d'une grande antenne radio, par laquelle passaient toutes les relations avec le continent. Et là, à l'époque, ils sont arrivés à combien ? Le nombre exact, on ne l'a pas. Ils ne sont pas très, très nombreux quand ils arrivent, mais je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact. Ce que je peux vous dire, c'est que très vite, il y a d'autres forces qui arrivent donc de l'Orient avec des unités de l'armée de terre. Parce que les unités de la marine ne sont arrivées qu'après, en gros à la mi-avril. La crise marine, quoi. Ouais, voilà. Et donc, cette implantation s'est faite... C'est étonnant, les archives dont on dispose qui nous permettent un peu de nous faire une idée, c'est qu'ils sont arrivés assez tard, en fin d'après-midi, que tous les gens s'étaient repliés sur leur maison. C'était un peu le calme, le grand calme. Oui. J'avais relevé une expression, les Allemands font le beau. Alors, oui, ça c'est après. C'est quand ils découvrent cette présence allemande. Bon, il y a une écrivaine locale qui avait écrit effectivement un petit peu ses notes. Elle était arrivée à Groix avec son petit qui venait de naître. Et donc, elle avait un espèce de cahier. Son mari appelait ça son cahier météorologique. Et sur lequel elle disait ce qui se passait, quoi. Et c'est elle qui avait rappelé ce propos des Groisillons qui disaient « les Allemands font le beau ». Et à l'époque, alors déjà, se pose la question de la pêche au thon qui inquiète beaucoup les marins. Tout à fait, parce que, si vous voulez, ils arrivent à un moment où d'habitude, on est en plein dans la saison de la pêche au thon. Et donc, les marins, ils sont là, ils ont tout préparé leur bateau, etc. Les conserveurs ont ouvert, ont nettoyé toutes leurs machines, etc. Et donc, tous ces gens-là disent, quand est-ce qu'on part au thon ? Et d'autant que les premières mesures prises par les Allemands quant à la pêche sont extrêmement restrictives. Au départ. Alors, on va avancer dans le temps. Avec le débarquement du 6 juin 1944, les forces alliées annoncent donc la libération prochaine du pays. À sa mesure, Groix voit aussi une certaine montée des tensions. Tout à fait. Alors, c'est une période... la Poche, c'est vraiment une période où il se passe énormément de choses sur tous les plans. Parce que ce que vivent directement les Groisillons à cette époque-là, c'est la disette.
Mais oui, moi j'ai regardé l'histoire de vos panneaux. À chaque fois, je vois restrictions, ravitaillement, disette. Absolument. De gros problèmes de ravitaillement et qui vont s'accélérer. Alors, dans le même temps, tout ça se passe sur un fond d'activités diverses qui n'arrange pas les choses. Les Allemands continuent à réquisitionner de plus en plus de main-d'œuvre parce qu'ils sont pas tout à fait prêts dans la finition de leur programme de construction de fortifications, notamment tout ce qui est en face de la base sous-marine de l'Orient. Donc, ils font venir des gens de partout, ils réquisitionnent sur le continent des gens qui ont eux-mêmes des problèmes là où ils habitent, etc. On les envoie en masse. Je note une chose parce qu'il y avait eu une rafle à Vannes. Eh bien, il y avait une centaine de personnes qui avaient été réquisitionnées et qu'on a envoyé en car à Groix. Donc, je fais attention parce que je n'ai pas trouvé d'autres éléments, si vous voulez, à Groix même, sur la présence de ces gens. Mais c'est l'archive dont je dispose, des archives départementales du Morbihan. Oui, parce que, à l'époque, j'ai vu un chiffre, en 1936, il y avait à peu près 4500 habitants, mais si on rajoute les Allemands, les prisonniers, ceux qui arrivaient pour construire le mur, c'était énorme pour pouvoir alimenter tout ça. Alors, en gros, on a des chiffres très précis sur la présence allemande, mais pour la période juste avant la poche, justement, en février 1944, il y avait 3500 soldats allemands. Oui, presque autant que la population. Exactement. Oui, donc, il faut s'imaginer, vous êtes une île, vous avez un ratio entre la présence allemande et la population totale, y compris les enfants et les femmes, etc., qui est absolument... Enfin, vous pouvez rien faire, surtout dans un espace confiné comme celui-là. Et en plus, comme vous le disiez, il y a tous ces gens qui arrivent par le STO, qui sont envoyés sur Groix, qui sont encadrés le plus souvent par la Taute pour les travaux. Alors, on connaît le chiffre de l'encadrement par la Taute, mais on ne connaît pas le nombre de tous ces gens qu'on a fait venir et qui viennent de partout, français et étrangers. Oui, des prisonniers, de tout, quoi. De tout. Ouais. Quand vous parlez prisonniers, j'ai découvert récemment, en préparant l'exposition, par exemple, il y avait des prisonniers coloniaux. Ah bon? Eh ben, je l'ignorais complètement. C'est pour avoir vu des photos prises par des soldats allemands que je m'en suis aperçu. Donc on avance dans le temps et le jour de la libération de Rennes par l'armée des États-Unis, 1000 soldats allemands environ ont reçu l'ordre de quitter l'île. Oui. Donc, c'est un premier convoi. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe... premièrement, ce départ de soldats allemands, c'est sous le commandement d'un officier allemand qui ensuite sera traduit devant les tribunaux de la libération, et dont on parlera peut-être. Hillenbrand, c'est celui-là? C'est Hillenbrand. Parce qu'en gros, l'île, à ce moment-là, elle est dirigée par un binôme, Hillenbrand et von Selden. Mais l'un s'occupe de l'administration et l'autre des affaires militaires. À peu près fin 44, on lance l'évacuation des croisillons vers Concarneau. J'ai le chiffre, 1619 en tout sont dispatchés. Un peu plus. Il y a à peu près 1900 au total. 1900. Enfin, ça dépend de la période que vous prenez en compte. Donc, majoritairement Concarneau, et puis autour aussi. C'est-à-dire que c'est le problème de la liaison du bateau entre Groix et Concarneau. Et à partir de Concarneau, les services de la Croix-Rouge, etc., dispatchent les gens un petit peu partout dans l'espace breton.
Mhm. C'est comme ça que se sont nouées des relations quelquefois très proches avec certaines communes où les Groisillons ont vécu un certain temps jusqu'à la fin de la La guerre. guerre, c'est ça. Et notamment Uzel, Ah oui. la commune d'Uzel. Et les résistants groisillons partent aussi Alors, vous avez raison d'en parler, parce que justement, si vous voulez, au début, quand on regarde les archives, etc., même les archives des renseignements généraux, etc., on sait très peu de choses sur ce qui se passe à Groix du point de vue de la résistance. résistance. Et justement, c'est à l'occasion de cette période-là qu'on le voit d'une part sur le plan des relations internes sur l'île, des premiers contacts un peu tendus entre des gens de l'île et des gens qui sont des résistants. Et il y a des dénonciations, il y a des choses comme ça. Bien sûr. Et d'autre part, il y a une volonté aussi de certains groupes résistants de se préparer à aller rejoindre la défense du front de l'Orient. Et notamment, il y a toute une organisation de résistance liée à l'ORA, hein, donc c'est une des branches de la résistance de l'armée, qui envoie des combattants au fond de l'Orient. Donc on a en particulier une description par un ancien résistant de Groix de leur passage comme ça en bateau pour aller rejoindre Douélan, donc dans le Finistère, et à partir de là, de repartir vers le front de l'Orient. Alors, on parlait tout à l'heure de prisonniers, et du coup, il y a aussi un échange de prisonniers qui se fait à un moment donné. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce sont des prisonniers américains qui ont été donc faits aux pattes, comme on dit, au début des combats sur le site de Guidel, et qui ont été emprisonnés au Fort-sur-Ville. Et donc, ils ont rejoint là d'autres, comment dirais-je, soldats américains qui avaient été également emprisonnés. C'était des gens qui étaient tombés sur la côte, etc., et qui avaient été récupérés. Et donc, à un moment donné, il y a eu un échange qui a été organisé sous l'égide de la Croix-Rouge entre les Allemands et les Américains. Alors, j'ai lu qu'ensuite, il y avait une immobilisation du bateau de Groix. Alors, comment ça s'est passé et comment est-ce qu'ils ont réussi à résoudre le problème? Tout à fait. Alors, il faut bien comprendre, là aussi, je donnerai les limites de ce qu'on peut tirer des archives qu'on a trouvées. Il en est probablement d'autres, mais elles sont importantes, celles-là. C'est-à-dire qu'il y avait quelque part un désaccord entre les Américains et les Français sur la volonté des Groisillons, de certains Groisillons, de partir de l'île. Parce que le problème d'alimentation était tel que certains n'arrivaient plus du tout à vivre, quoi, hein. Mais ils ne pouvaient pas aller de temps en temps sur le continent Alors, ravitailler? il y a eu deux choses. Au tout début de la poche, devant les problèmes d'alimentation, etc., les Groisillons, spontanément, ont organisé des voyages en bateau, par le bateau qui à l'époque n'était pas arrêté, bien sûr, pour aller à Hennebont, et de là aller dans la campagne, trouver tout ce qu'ils pouvaient trouver au point de vue alimentation, parce qu'ils étaient privés de tout. Et d'ailleurs, il y a le recteur de l'île qui avait cette expression qui était quand même savoureuse. Il disait: ah ouais, c'est ça, pour aller à la messe le dimanche, pour faire 1 ou 2 kilomètres, il fallait les prier. Mais là, il faisait 100 à 150 kilomètres pour aller chercher de la nourriture. Ben oui, mais c'était vital. Mais c'est vital, absolument. Mais je veux dire, l'expression est quand même étonnante. Les négociations avec les Américains sur l'évacuation des îles dont Groix, alors... Oui, alors ça c'était vraiment une rencontre au sommet du commandement américain et Boris Desbornes, le français, parce que fondamentalement, Boris Desbornes ne croyait pas qu'on pouvait
comment dirais-je, faire plier les Allemands en attaquant sur l'alimentation, sur tout ça. Parce que la critique que faisaient les Américains, c'était de dire si vous partez, vous donnez des chances supplémentaires à l'Allemagne de garder son occupation. Enfin, on comprend, le dilemme était là. Et ça, les autorités françaises le comprenaient, mais elles disaient, si on s'en va, on est sûr qu'ils vont tout rafler, ils vont tout piller. Donc, c'était un petit peu le débat, quoi. Donc, à un moment donné, ils arrivent à un accord où, en gros, ils disent on autorise les gens à partir s'ils veulent partir. Ouais. Voilà, c'était la condition. Un départ volontaire. Départ volontaire. Et d'ailleurs, le commandement allemand, à un moment donné, dit au maire de Groix envoyez-moi la liste des gens qui veulent partir. Et en pourcentage, on sait combien de gens sont partis de Groisillon sont partis à ce moment-là? Je ne pourrais pas vous le dire comme ça de tête, il faudrait que je reprenne les chiffres dans le détail. Hein, oui. Parce qu'à la fin, les unités, les gens qui partent, c'est beaucoup moins nombreux. Il y a eu un gros départ en tout début. Et est-ce qu'il y a eu des bombardements sur Groix? Il y a eu quelques bombardements, mais pas bien méchants. Enfin, je veux dire, quand on compare bien sûr avec l'Orient, on n'est pas du tout dans la même... Bon, c'était la conséquence de ce qui se passait sur l'Orient, c'est-à-dire, tout d'un coup, vous aviez un avion qui venait de Saint-Nazaire ou autre, etc., et puis qui lâchait une bombe qu'il avait en trop, ou un truc comme ça. Bon, mais si on fait l'inventaire des dégâts ou des choses comme ça, il y a une maison particulière qui a brûlé. Il y a eu quelques bombardements de bateaux dans le port, mais c'est pas énorme. On n'a pas eu énormément de dégâts du fait de guerre, quoi. Et en dehors du fait du manque de ravitaillement, est-ce que les Groisillons ont souffert de l'occupation allemande? Oui, ils ont souffert. Donc, je veux dire, comment se comportaient les Allemands vis-à-vis de la population? Je dirais que c'est vraiment une situation, comment dirais-je, très, très fine à décrire, parce que les Allemands composaient aussi beaucoup avec la population, je veux dire. Bon, ils vivaient en proximité. Il faut se rendre compte, c'est que lorsque les Allemands s'installent sur l'île, physiquement, ils sont présents dans tous les petits villages. Vous savez que la structure de Groix, vous avez un bourg et ensuite toute une série de petits villages éclatés comme ça. Et leur construction de bunkers, etc., se font dans ces villages. Donc, ce qui fait qu'il y a une proximité de la population avec l'Allemand. Ils vivent avec lui, ils sont là, ils sortent de chez eux, ils les voient. Donc ça peut aller dans tous les sens. Hein. Il y a eu, comme partout, une espèce de ce qu'on appelle la collaboration sentimentale ou des choses comme ça, mais ça n'a rien de bien nouveau. Mais je veux dire, au point de vue, comment dirais-je, gravité de situation. On a quelques cas individuels. Il y a une jeune fille qui a été descendue par un sous-officier. Bon, mais parce que elle voulait pas aller avec lui, quoi. Enfin, exactement. Enfin, des choses comme ça. Mais c'est des cas individuels. Mais non, il y a globalement, pas. Non. On va dire. Non. Par contre, et ça, bon, on est dans un autre registre. Il y a quelque chose qui est très important. C'est le camp de Parkelwer qui a accueilli des prisonniers de la centrale de Fontevraud. Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé de ça. Donc, parce que ça, c'est en 43, en 42-43. Ils arrivent en novembre 42, ils repartent en février 40, fin février 43. C'est quand même 42 prisonniers qui ont été franchement exterminés, hein, dans des conditions... Il y a une partie de suite de mauvais traitements, etc. Mais dans ces cas-là, ça a été fusillé ou, comment dirais-je, étranglé. Ah oui, c'est assez atroce. Et ça, c'est la Taute qui encadrait ça, hein, avec des gens de la Taute d'origine souvent hollandaise et des Allemands. Bien sûr. On arrive enfin à la libération de l'île. Alors, quel est le commandant qui arrive à Groix? Yann. Pardon? Yann. Yann. C'était son nom. C'était son nom.
Ouais, Ah oui, ouais. d'accord. Il est envoyé par Charrier qui, à la Libération, donc devient le chef du port de l'Orient. Mm. Et c'est lui qui donne les ordres à Yann de venir assurer la libération de l'île de Groix. Mais en fait, ce qui s'est passé, quand Yann arrive, il y a déjà une structure en place, en gros, qui préjuge de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y avait un officier de la marine qui était emprisonné après le coup de Watt. Ah oui, mais je n'ai pas compris de quoi il s'agit, ce fameux coup de Watt. Je n'aurais pas dû vous dire comme ça spontanément dans le détail. C'est-à-dire, à un moment donné, pourquoi, je ne sais pas trop, il y a eu une action qui a été menée par les Alliés pour s'installer à Watt. Et donc, il y avait des Américains, et des Français et des Américains qui sont allés à Watt. Et les Allemands ont combattu cette arrivée des Français et des Américains et les ont fait prisonniers. Ça, c'était en décembre 1944. C'est ça. Et donc, pour revenir à votre question, c'était... Sur la libération. La libération. Donc, cet officier français, Boris Desbornes, a pris déjà un certain nombre d'initiatives pour préparer la libération de l'île. Donc, quand Yann arrive, d'une part, il arrive un peu tardivement parce que ils sont partis le matin, mais ils arrivent assez tard dans l'après-midi. Et les Allemands avaient déjà préparé leurs troupes à se rendre, quoi. Oui. Hein. Donc, ils avaient déposé les armes dans une école à la Trinité, et puis ils attendaient l'arrivée des Français. Et comme souvent, les Allemands sont étonnés de ne pas voir des Américains. Ah oui. Partout, c'est pareil. Partout, c'est pareil. Les Français. Voilà. Et quand ils voient les Français parader, ça leur plaît pas beaucoup. Et après, ils ont été emprisonnés où, les Allemands? Ils ont été mis à Surville et au Grip. Les officiers étaient au Grip. C'était sur les hauteurs immédiates de Portudie. Merci Régis Leclerc. Et on invite donc nos auditeurs à se rendre à l'exposition de l'Écomusée. C'est 1939-1945, Groix dans la guerre, c'est ça? Ça va se poursuivre jusqu'à quand? Jusqu'à l'été prochain. Ah oui, c'est ouais. bien. Ça va durer, ça va être une exposition permanente. Permanente, ah, d'accord. Oui, tout à fait. Et on a aussi Christophe Fichou qui va venir faire une conférence. Jean-Christophe Fichou vient venir nous faire une conférence à partir de son travail qui a été bien reconnu sur les pêcheurs bretons. Voilà. Durant la Seconde Guerre mondiale. Et tout ça, c'est le mercredi 7 mai. Tout à fait. À l'Écomusée. Oui. Et je me permets aussi d'ajouter une autre animation qui me semble très bien, c'est-à-dire qu'à partir des mémoires d'un résistant Groisillon, un petit spectacle de lecture de son livre de bord. Et ça, ce sera aussi... Ça, c'est la veille de Monsieur Fichou, donc ça doit être le 6 mai. Le 6 mai. Le 6 mai au Cinéma des Familles. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait marquer les gens. Très bien. Plein de rendez-vous. Plein de rendez-vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Ici Lorient, une série d'émissions à retrouver sur le site de Radio Balise et de Lorient Agglomération.